21 septembre 2024. Il est 1h20 du matin. Moi et mon frère... Attendez. J'ai dit 21 septembre? Attendez. Ah, laissez-moi faire un petit réglage. Voilà. Non, plus sérieusement, je sais pas du tout où il est. On est rentré dans cette cave pour aller voir parce qu'on a entendu du bruit. Maxime, t'es où? Putain, mais c'est pas possible, il est où? Imagine, je le retrouve contre un mur comme dans le projet Blair Witch, putain. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Bon, je suis dans la merde. Let's go! Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans et depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu l'idée vraiment ambitieuse de vouloir travailler dans le domaine du cinéma ou plus largement dans le domaine de l'audiovisuel. Cette idée m'est venue quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos à l'âge de 14 ans. Et inconsciemment, je me suis mis à avoir un regard vraiment nouveau sur les films que je regarde. Étant un grand fan de films d'horreur, mon père eut l'idée de me montrer un soir le projet Blair Witch. Je le présente aujourd'hui car il a totalement transformé ma vision des films d'horreur. L'une des nombreuses raisons qui ont fait du projet Blair Witch un véritable succès, c'est l'énorme hype qu'il y a eu sur internet avant sa sortie. En effet, peu avant celle-ci, des affiches montrant la disparition de 3 étudiants font leur apparition aux États-Unis. D'après celle-ci, les 3 étudiants auraient été vus pour la dernière fois dans la forêt de Black Hills, près de Burkittsville dans le Maryland. Très vite, Internet s'enflamme. Des théories sont émises de partout sur différents forums jusqu'au jour où on apprend que leur caméra a été retrouvée et que les rushs vont être montrés au cinéma. La hype est énorme, si bien qu'en quelques mois, le site officiel du projet Blair Witch reçoit près de 160 millions de clics. Le jour de sa sortie en 1999, on apprend que tout cela n'était qu'un énorme coup marketing. Cela n'empêche pas au film d'avoir une super popularité. En effet, il recevra près de 248 millions de dollars au box-office pour seulement 60 000 $ de budget. Combien? Un véritable coup de poker pour Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, les 2 réalisateurs. Here comes the money. Here we go. Money talk. Ça y est, vous êtes assis dans la salle, les lumières s'éteignent et vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de Heather, Josh et Mike, 3 étudiants en cinéma qui en 1994 ont décidé de partir à Burkittsville avec leur caméra afin de réaliser un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. D'après cette légende, la sorcière habiterait au fin fond de la forêt. Elle kidnapperait les gens 2 par 2, en mettrait un contre le mur, tuerait l'autre et enfin tuerait celui qui est contre le mur. Pour un film d'horreur, le début est plutôt joyeux. Les 3 amis préparent leur matériel avec joie, on les voit rigoler, on ressent même l'excitation à travers leur voix. Ils sont confiants et ne semblent pas du tout préoccupés par l'aspect horrifique de cette légende. Jusqu'ici, on dirait juste 3 adolescents qui s'amusent à se faire peur. Mais très vite, en récoltant les récits des locaux, on apprend qu'en 1940, un ermite du nom de Rustin Parr aurait enlevé 7 enfants dans sa maison au cœur de la forêt et les aurait tous tués. Plus tard, dans un ouvrage extérieur au film, on apprendra qu'il obéissait à la voix d'une femme qui résonnait dans sa tête. Sous les conseils d'un habitant, les 3 étudiants vont interroger une certaine Mary Brown, une vieille dame folle qui aurait rencontré dans sa jeunesse la sorcière lors d'une partie de pêche. La vieille dame décrit la sorcière comme très étrange et apparemment, d'après ses dires, elle serait couverte de poils de la tête aux pieds. Les 3 étudiants finissent donc leur journée en rentrant chez eux, tout en se moquant de ce que la vieille dame leur a dit. On le verra plus tard, ils le regretteront amèrement. Cependant, l'horreur les rattrape vite. Ils s'enfoncent dans les bois, se perdent et commencent à paniquer. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ils croisent également la route d'objets inquiétants, tels que des cairns ou encore des petites statuettes en bois. Ils sont sûrs d'une chose, quelque chose ne veut pas d'eux dans cette forêt. De plus, ils ont l'impression d'être observés à chaque fois qu'ils se déplacent.
et entendent même des bruits inquiétants la nuit. Au fil des jours, leur mental se dégrade. Ils se crient dessus, pleurent, se disputent, si bien même que Mike, de rage, jette la carte, Et con lui, hein. qui était leur seul moyen de s'en sortir dans cette forêt. Complètement sur les nerfs après ce qui vient de se passer, les personnages vont passer la pire de leur nuit depuis qu'ils sont arrivés. La nuit est tombée depuis longtemps. Quand soudain, nos 3 héros entendent des rires d'enfants au loin. Ah merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Tout à coup, la tente bouge dans tous les sens. C'en est trop. Ils s'enfuient se réfugier dans la forêt et attendent l'aube pour revenir au camp. Le lendemain, ils découvrent leurs affaires totalement saccagées. C'est la goutte de trop pour Josh. Il craque et s'enfuit dans la forêt. Heather et Mike le cherchent partout, mais en vain. Ils ne l'entendront crier que d'agonie lors de la nuit. Après une nouvelle nuit tourmentée, Heather en se réveillant trouve un paquet enroulé dans des branches. Elle y trouve un tissu de la chemise de Josh, du sang, des cheveux, des dents, et même ce qui s'apparente à être un bout de sa langue. C'est quoi cette merde? Cette découverte est très dure pour Heather. Prise de remords, elle décidera de faire une vidéo d'excuses la nuit suivante. I just want to apologize. Elle sera ensuite interrompue par les cris de Josh agonisant au loin. Mais cette fois, elle décide avec Mike et équipée des caméras de sortir et de se diriger en direction des cris. Peu de temps après, ils arrivent près d'une maison abandonnée recouverte de taches ensanglantées. Nos 2 héros rentrent dans la maison, ils cherchent Josh et l'appellent. Mike descend alors pour chercher à la cave quand soudain il se met à lutter contre une force invisible et laisse tomber sa caméra. Heather la rejoint en panique quand soudain elle voit Mike contre le mur. Elle est frappée par quelque chose, sa caméra tombe et c'est la fin. Juste après ça, j'étais totalement choqué. Tout le film, je m'étais attendu à avoir des screamers censés faire peur. Mais non, rien. Et pourtant, j'avais quand même ressenti un sentiment de peur. Le projet Blair Witch m'a tellement marqué qu'une fois l'avoir fini, je me suis posé une question. Pourquoi j'ai eu peur ? C'est vrai quoi, graphiquement le film ne fait pas vraiment peur. La qualité d'image empêche le fait de voir des détails. Il n'y a rien de vraiment effrayant qui apparaît à l'écran, pas de screamer, je veux dire on dirait qu'on regarde plus une mauvaise creepypasta sur YouTube qu'un film d'horreur. Et en plus la caméra bouge dans tous les sens. Et bien c'est justement ça qui donne la dimension horrifique de ce film. C'est la technique de réalisation du nom de found footage. C'est simplement le fait que la caméra qui filme n'est pas subjective. Elle est présente dans l'histoire. Les personnages savent qu'elle est là et interagissent souvent avec celle ou celui qui la tient. Dans la plupart des films d'horreur et des films en général, la caméra est subjective. C'est souvent pour ça qu'on a ce genre de réaction lorsqu'un personnage se fait attaquer dans un film d'horreur. Mais voilà, mais c'était sûr en fait, mais pourquoi il lui ouvre la porte? Ce qui fait qu'aujourd'hui on a de moins en moins peur en regardant des films d'horreur, c'est car on se sent à l'abri derrière notre écran. La caméra subjective nous donne un angle de vue omniscient, elle nous fait nous sentir supérieurs et intouchables vis-à-vis de ce qui se passe. Alors qu'avec le found footage, puisqu'on suit directement ce que voit un personnage à travers la caméra, on se sent donc tout de suite plus concerné. En effet, on ressent directement ce qu'il ressent car on a l'impression d'être à sa place. Lorsqu'il se fait attaquer, on a tout de suite plus peur, car on ne le voit pas venir. On est surpris en même temps que le personnage. Cette technique permet entre autres de beaucoup plus faire ressentir et faire comprendre au spectateur la peur que ressent le personnage. De plus, ce qui m'a marqué également avec ce film, c'est la facilité avec laquelle il arrive à nous faire peur. En effet, on est très loin des nombreux effets spéciaux qui sont mis en scène lors des grosses productions. Ici, on dirait vraiment que l'on regarde un documentaire amateur filmé avec les moyens du bord. Il n'y a pas de musique d'ambiance, d'effets spéciaux, ce qui nous donne directement un effet très terre à terre et renforce donc l'immersion pour le spectateur. La tension psychologique est également un des nombreux facteurs qui est utilisé pour faire peur dans ce film. En effet, voir les personnages se crier dessus, pleurer, gémir nous procure un véritable sentiment de malaise, plus particulièrement dans la vidéo d'excuses d'Heather. À ce moment précis, le désespoir que l'on ressent pour nos héros et le sentiment que ça va mal finir nous donnent vraiment des frissons. Enfin, la façon dont le film est réalisé développe en nous une peur bien connue mais souvent peu exploitée, la peur de l'inconnu. En effet, ce n'est pas comme dans ça ou dans Halloween où l'on connaît le méchant qui va nous attaquer. À vrai dire, on ne sait même pas si la sorcière existe dans le film. Tout au long du film, on ne voit rien de vraiment menaçant à l'écran. Jamais on ne voit le visage de celui qui nous traque. Tout cela est fait pour que ce soit notre imagination qui s'en occupe. Le but est de faire en sorte que l'on soit anxieux, que l'on panique car on ne comprend pas ce qui se passe. Et aussi car on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a peur car les pires horreurs sont souvent celles qui proviennent de notre imagination. Voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Moi pendant ce temps, il faut que j'aille retrouver mon frère. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.